Alors, suite des exercices de correction, travail d'une force, énergie d'un système mécanique, le 24. Il y a pas mal d'exos dans ce chapitre-là, mais il faut en faire pas mal pour bien comprendre l'esprit là. Alors, le tir à l'arc. Bon, ça ressemble au 23. En fait, vous allez voir, ça ressemble au 23. La situation physique peut paraître différente, mais ça ressemble dans le raisonnement. Le tir à l'arc vertical est une discipline sportive du nord de la France. Il s'agit avec une flèche d'atteindre une cible, appelée oiseau, qui est quelque part par là, fixée au sommet d'une perche à 30 mètres de hauteur. Bon, alors 30 mètres de hauteur, évidemment, c'est une donnée qui va nous aider. On suppose que l'action de l'air sur la flèche est négligeable, encore une fois, on néglige toute action de l'air. Lorsque l'arc est tendu, la flèche est initialement à une hauteur de 2 mètres, part d'une hauteur de 2 mètres. Le déplacement de la flèche est considéré comme vertical. Bon, là on voit qu'il n'est pas tout à fait vertical, donc on le considère ici comme vertical. Une approximation. Depuis sa position de départ D jusqu'à sa position d'arrivée A. Alors, vous voyez qu'on change les lettres du point de départ du point d'arrivée. Là, hein. Donc ça commence encore une fois par un schéma explicatif clair et net. Voilà. Le point de départ, le point D qui est à 2 mètres de hauteur. Le point d'arrivée, le point A qui est à 30 mètres alors de hauteur, ça veut dire, alors attention, par rapport donc on prend un axe vertical orienté vers le haut, un axe DZ, avec la référence des coordonnées, le sol, ça paraît assez logique ici, voilà, le sol. Si vous avez compris de la correction d'exercice précédent, ce n'est pas la hauteur de départ, la coordonnée de départ et la coordonnée d'arrivée qui est importante de la flèche, mais la différence de coordonnées. Bon. ZD, c'est 2 mètres, ZA, c'est 30 mètres. Plus 30 mètres, plus 2 mètres. C'est évident que les deux sont positives. Quelles sont les forces qui s'exercent sur la flèche? Alors attention, vous allez me dire, la flèche exercée par l'arc sur la flèche. Oui, mais comme on s'intéresse en fait au mouvement de la flèche entre D et A, c'est-à-dire quand la flèche est partie de l'arc, l'arc n'exerce plus de force sur la flèche. Donc entre D et A, quand la flèche est dans les airs, il n'y a plus que son poids qui s'exerce. Il n'y a plus que son poids. Donc la flèche, ça peut paraître un peu étonnant, mais la flèche, elle est aussi en chute libre. Ce n'est pas parce qu'on communique une vitesse initiale, parce qu'on a exercé une force sur la flèche au départ, que cette force continue d'exister. Quand la flèche est partie de l'arc, la force exercée par l'arc sur la flèche n'existe plus, malgré que la flèche ait une certaine vitesse. Vitesse et force, c'est deux grandeurs différentes. Voilà, donc ça, c'est une notion compliquée là. Entre D et A, la flèche n'est soumise qu'à son poids, on néglige l'air. Attention, ça c'est difficile. Hein. Alors, on revient au schéma. Indiquer à quelle force est soumise la flèche pendant le vol. Donc, je viens d'expliquer que son poids, sans contrainte d'échelle, représenter cette force ainsi que le vecteur de déplacement AB. Alors, le poids, donc je l'ai fait. Le vecteur AB, c'est ça le vecteur AB. Je change de couleur, je vais mettre du rouge pour qu'on y voit un petit peu mieux. Le vecteur j'ai dit quoi? AD, non, DA, pardon. DA, je pars du point D, je vais à A, c'est le vecteur déplacement. Alors, je vous avais déjà expliqué même ce qui serait mieux, c'est de le translater. De le translater parce que, si vous avez compris, hein, la correction d'exercice précédent, ce qui va être important, c'est l'angle entre le vecteur force, c'est-à-dire ici P, et le vecteur déplacement. Donc DA, je le translate pour faire commencer les deux vecteurs au même point. Et sans surprise, on me demande dans la question d'après d'exprimer le travail de la force, c'est-à-dire de la force dont on parle, c'est-à-dire du poids. Travail du poids entre D et A, point de départ D, point d'arrivée A. Attention, hein, on change les lettres de départ et d'arrivée. C'est la norme de la force fois la norme du vecteur déplacement fois le cosinus de l'angle entre le vecteur force et le vecteur déplacement. Voilà. Alors attention, cet angle il est où? Je pars du vecteur P, je vais au vecteur DA. Donc là, il vaut 180 degrés.
180 degrés pour le travail ici. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux faire ici? On me demande d'exprimer. On me demande d'exprimer, on revient à l'énoncé. Exprimer littéralement le travail de cette force, ça veut dire pas de calcul numérique. Exprimer en fonction des données du problème. Alors, le poids P, je sais que le poids, la valeur du poids, c'est la masse fois petit g, l'intensité du champ de pesanteur, petit g, m fois g. Ça, vous connaissez depuis le collège. P égale m fois g. La norme de dA, c'est tout simplement la distance entre le point D et le point A, dA. Voilà. Cosinus de 180 degrés, ben c'est moins 1. Donc, d'où moins 1. Alors, le moins, on n'écrit pas le 1, mais moins devant, c'est comme s'il y avait moins 1. Alors, qu'est-ce que ça vaut dA? dA, si je reviens par rapport à mon coordonnées ZA et ZD, c'est ZA moins ZD. dA. Attention, DA positif, ZA moins ZD positif, donc DA c'est bien ZA moins ZD. Donc je remplace DA par ZA moins ZD. J'ai toujours le moins là. Alors rappelez-vous la petite astuce, si j'inverse ici ZA et ZD, mais devant je rajoute un moins. Comme j'ai déjà un moins, ça devient plus. Bon, si on garde cette expression-là, ça va très bien. Alors, quel est le signe? On ne demandait pas du poids là. Alors, vous allez me dire, sans faire calcul numérique, ça va être compliqué. Et non. Et non, si on a bien compris la physique qu'il y a dedans, ça ne doit pas être compliqué. Alors, j'efface un peu ça pour qu'on y voit quelque chose. Je regarde cette expression-là. Hein. Alors, petit m positif, strictement. Petit g, strictement positif. ZA moins ZD, strictement positif. Moins tout ça, donc c'est négatif. Le travail du poids est négatif. Est-ce que c'est logique que le travail du poids dans cette situation-là, il est négatif? La flèche, elle monte. Donc le poids, ça ne va pas l'aider à monter à la flèche. Hein. Donc le travail du poids, il est négatif, il est résistant, il s'oppose au mouvement. Le poids ici s'oppose au mouvement dans cette situation-là, bien sûr, parce que la flèche va vers le haut. Quand vous montez, quand un objet monte, quand vous montez des escaliers, quand vous montez un col en vélo, le travail de votre poids est toujours résistant. Quand vous descendez les escaliers, quand vous descendez un col en vélo, le travail de votre poids est monteur, sera toujours positif. Alors ensuite, on veut trouver la vitesse, indiquer quelle doit être la valeur minimale de la vitesse en A pour que la flèche atteigne l'oiseau, c'est-à-dire la cible tout en haut. Bon, là, il n'y a aucune démonstration à faire. Là. En fait, c'est assez intuitif. Il faut qu'au minimum, la flèche arrive à la cible. Pour qu'elle arrive à la cible, il faut qu'au minimum, au niveau de la cible, sa vitesse soit nulle. C'est le minimum du minimum. Voilà. Donc, c'est ça qu'on va vous faire dire. Un petit peu, peut-être pas si évident que ça. Voilà. La vitesse doit être nulle. Moi, je vais zapper un petit peu cette question-là pour répondre directement. J'ai fait la 3A et 3B ensemble. Et on veut trouver la vitesse qu'on doit initiale, c'est-à-dire la vitesse qu'on veut communiquer à la cible au point D. Quelle vitesse on veut communiquer à la flèche au point D pour qu'elle atteigne la cible au point A. Quelle vitesse on veut communiquer à la flèche au point D pour qu'elle atteigne la cible au point A. Bon, alors là, on peut faire le théorème d'énergie cinétique parce qu'on nous parle de vitesse. On peut faire aussi la conservation de l'énergie mécanique. Bon, là, j'ai choisi de faire le théorème d'énergie cinétique entre D et A. La variation d'énergie cinétique du système entre D et A égale à la somme des travaux des forces qui s'exercent entre D et A. Il n'y a qu'une force, le poids. Alors attention, ECA point final moins ECD point initial. Donc la variation, c'est l'énergie cinétique finale moins l'énergie cinétique initiale, égale au travail du poids entre D et A. ECA, c'est 1/2 de m fois VA au carré. ECD, c'est 1/2 de m fois VD au carré. Le travail du poids, c'est m fois g fois z du point de départ moins z du point d'arrivée. Donc ZD moins ZA. ZD moins ZA ici. Et des choses qui simplifient puisque on va se placer dans la situation où la flèche atteint sa cible avec une vitesse minimale, c'est-à-dire nulle.
VA nul, donc tout ça nul. Voilà, donc ça se simplifie. Alors, attention, j'ai un moins ici. J'ai un moins ici. La masse se simplifie de l'équation. Alors, je pourrais me dire ici j'ai un moins, ici j'ai un plus, donc ce n'est pas cohérent. Eh bien, si c'est cohérent, parce que ZD moins ZA est négatif. Donc, tout ce terme de droite est négatif et tout ce terme de gauche est aussi négatif. Donc, pas de problème. Ici, moins, je vais le transformer en plus. Voilà, de l'autre côté, il faut que je fasse pareil. Ça veut dire qu'il faut que rappelez-vous la petite astuce, il faut que j'intervertisse ZA et ZD. ZA moins ZD positif, de l'autre côté c'est positif, donc je n'ai pas de problème de signe. Je fais passer le 2 de l'autre côté, racine carrée des deux côtés, qu'une seule solution, celle qui est positive. Voilà, je fais l'application numérique, on retrouve une expression qu'on a déjà retrouvée, racine de 2 fois G fois la différence d'altitude entre le point de départ et le point d'arrivée. Donc, il faut que je lance la flèche avec mon arc à une vitesse de 29 mètres par seconde, c'est-à-dire 100 km/h. Pour une flèche qui part de l'arc, ce n'est pas aberrant, hein, une vitesse de 100 km/h au point D. Là. Vitesse de départ de la flèche de l'arc. Ça peut paraître rapide, mais ça part vite une flèche de l'arc. Hein. Allez, on termine par le 25. Le 25, alors là, on revient à la notion d'incertitude, là, ce n'est pas directement lié à ce chapitre, mais on se place dans un contexte d'exercice qui est lié à la vitesse, à l'énergie cinétique. On mesure la vitesse de chute acquise par une balle lestée de 300 grammes qui tombe d'une hauteur de 2 mètres. On refait 10 fois la mesure, 10 répétitions. Donc on a 10 valeurs de vitesse. Comme il y a des incertitudes liées à l'expérience, des incertitudes liées à la mesure de la vitesse, forcément. On n'obtient pas à chaque fois la même valeur, c'est normal. Il y a une incertitude sur la mesure de la vitesse. Calculer la vitesse moyenne. Alors, ça, on fait la moyenne avec le menu statistique et on rentre les valeurs là. C'est vrai qu'on pourrait faire ça, plus 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 ça, divisé par 10. Bon. Utilisez les menus statistiques. En plus, ça vous servira après pour l'écart type, etc. Calculer l'énergie cinétique moyenne. Alors, pour l'énergie cinétique, on utilise l'expression de l'énergie cinétique. Voilà. Et alors, moi, ce que j'ai fait, en fait, j'ai remplacé chaque valeur de la vitesse. J'ai calculé une énergie cinétique pour chaque valeur de vitesse et après, j'ai fait la moyenne des énergies cinétiques. On aurait pu aussi, c'est vrai, prendre la valeur moyenne de la vitesse. Alors attention, en répercutant tous les chiffres significatifs. Alors, il faut garder tous les chiffres significatifs parce que c'est des résultats intermédiaires là. Donc, il ne faut pas faire d'arrondi intermédiaire. Alors là, en fait, il n'y a que 4 chiffres significatifs parce qu'il y a des zéros après. J'aurais pu prendre la vitesse moyenne, ça aurait donné directement l'énergie cinétique moyenne. Je garde tous les chiffres significatifs pour l'énergie cinétique. Parce que vous allez voir que le but final, c'est de trouver l'incertitude sur l'énergie cinétique, donner un encadrement de la valeur de l'énergie cinétique. Alors, dans la question 2, on nous demande évaluer l'incertitude type sur la valeur de la vitesse. Alors, on vous renvoie à la fiche de page 361, donc vous n'allez pas connaître la formule par cœur. Donc là, on est dans le cas d'une incertitude de type A. 360. Une incertitude de type A. En fait, on fait plusieurs fois la même mesure, la même expérience, et à partir de ces répétitions de la même expérience, on en déduit une incertitude. Alors, vous prenez l'écart type divisé par racine le nombre de répétitions réalisées. 10 répétitions, donc sur racine de 10. L'écart type, vous le déterminez avec la calculatrice, avec le menu statistique, on l'avait déjà vu. Il vous sort 2 écarts types. Alors, grosso modo, pour aller au plus simple et au plus compréhensible, le bon écart type dans cette situation, c'est le plus grand des deux.
la plus grande valeur des deux écarts types proposés. Ça rentrait plus dans le détail mathématique qui est assez compliqué. Donc, pour avoir l'incertitude sur la vitesse, il faut faire l'écart type de la vitesse sur racine de 10. Voilà, vous gardez tous les chiffres significatifs ici parce qu'on les réutilise après. Cette valeur, on la réutilise. Pour trouver l'incertitude sur l'énergie cinétique, je vous rappelle que U, ça veut dire incertitude de UV, incertitude sur la vitesse. U de EC, incertitude sur l'énergie cinétique. Alors, cette formule, il faut l'utiliser. Elle tombe du chapeau, on ne la démontre pas, on vous demande de l'utiliser 2 fois la valeur moyenne de l'énergie cinétique fois l'incertitude sur la vitesse, sur la valeur moyenne de la vitesse. Vous ne savez pas d'où elle sort, vous ne réfléchissez pas, vous l'appliquez, vous appliquez la formule qu'on vous donne. Je réinjecte toutes les valeurs que j'ai trouvées en gardant tous les chiffres significatifs. Et c'est le résultat final de l'incertitude de C que j'arrondis. Je vous rappelle la règle. Attention, la règle là. Pour l'incertitude, on garde un seul chiffre significatif, on arrondit au chiffre supérieur, toujours pour une incertitude. Là, c'est une règle un peu particulière sur les chiffres significatifs. Un chiffre significatif arrondi au chiffre supérieur. Ça fait 2 10.2 joules, puisque l'énergie cinétique est en joules, c'est autrement dire 0,02 joules. C'est peut-être plus facile de l'écrire comme ça. Donc, du coup, comment je trouve l'encadrement? Mais rappelez-vous, déjà, commencez par écrire l'incertitude, c'est plus simple. L'incertitude, elle a un chiffre après la... L'incertitude, je reprends là. Son chiffre significatif, il est positionné à ce niveau-là, c'est-à-dire le deuxième chiffre après la virgule. Ça veut dire que dans la valeur de EC, je vais garder 2 chiffres après la virgule. Parce qu'en fait, si vous vous rappelez là, et si je remets tous les chiffres de l'énergie cinétique, c'était 5,871417. Sauf que tous les chiffres ne sont pas cohérents, significatifs, pour le coup. C'est la valeur de l'incertitude qui va me dire combien de chiffres je garde. Donc, deuxième chiffre après la virgule ici. Donc, j'en garde 2 après la virgule pour la valeur de EC. Donc, en fait, le résultat, c'est l'énergie cinétique dans cette situation, elle vaut 5,87 plus ou moins 0,02. Alors là, vraiment, ce qu'on vous demandait d'écrire, c'était l'encadrement de EC. Ça se traduit. Tout ça, ça peut se traduire aussi sous la forme suivante. EC est compris entre 5,85, donc on enlève 0,02 à la valeur de EC. Et 5,89, donc on rajoute 0,02 à la valeur de EC. Voilà. Entre 5,85 et 5,89 joules, j'ai la vraie valeur de l'énergie cinétique de, alors c'est quoi d'une balle qui tombe, je crois. Alors c'était 268, je crois. Non, 200, c'était après. C'était chute d'une balle lestée de 300 grammes, voilà. Je ne peux pas savoir exactement quelle est la vraie valeur de l'énergie cinétique, mais je peux dire, et c'est pas mal, j'ai pas mal d'informations dedans, qu'elle est comprise entre 5,85 joules et 5,89 joules. Alors, la valeur exacte, je ne sais pas, puisqu'il y a des incertitudes liées à l'expérience. Voilà. Je m'arrête là.